Eh bien donc bonjour, merci à vous d'être, présents pour cette seconde session, 2019 de nos webinaires en partenariat avec Commerzbank. Cette seconde session aura donc pour thème le money management et les produits de bourse. Alors, qu'est-ce que le money management et le risk management? C'est-à-dire la gestion de son capital et la gestion des risques. Eh bien, c'est effectivement l'art de bien gérer une stratégie de gestion pour ceux qui sont sur du long terme, moyen long terme ou de trading pour ceux qui sont sur du plus court terme, en cours ou en devenir. L'optimisation de ce qu'on appelle le risk-reward, donc tout ça sera abordé lors de la présentation, est donc indispensable pour avoir une stratégie qui sera pérenne, notamment en fonction de produits de bourse traités. Car vous le verrez également, les produits de bourse répondent à certaines caractéristiques qui vont induire un money management différent. Quels sont donc les grands principes de base du money management, qu'on appellera MM pour simplifier? Qu'une position se passe bien ou mal, comment gérer sa position? Parce qu'effectivement, il y a deux choses. Il y a que faire lorsqu'on est en position sur le marché et que les choses se déroulent bien. Bon, ça fait partie du money management, mais également, évidemment, que faire lorsque la position se déroule mal. Comment mettre en place une stratégie sur les produits de bourse avec un bon money management? Donc c'est un peu tout ce qu'on va aborder lors de cette présentation. Alors, qui suis-je? Ça fait quand même maintenant plusieurs années que je présente ce type de conférence avec notre partenaire, donc on va pas s'attarder sur cette partie, mieux vaut rentrer dans le vif du sujet. Sachez globalement que ça fait 20 ans que j'étudie les marchés financiers et que ça fait à peu près maintenant 8 ans que j'ai monté ma propre structure. Alors, un petit rappel utile en introduction. En termes donc de money management et de risk management, savoir ouvrir une ligne au bon moment est tout aussi important que de savoir la clôturer. Et ceci, quel que soit le cas de figure où l'on se trouve. Deux situations, donc lorsque vous entrez en position sur le marché, évidemment, vous allez avoir en grosso modo deux cas de figure. Petit 1, la situation lorsque la position se passe bien, et donc petit 2, lorsque la position se passe mal. Même si certains pourraient dire qu'il y a aussi le cas où finalement la position se passe ni bien ni mal, mais dans ce cas-là, on n'a pas grand-chose à faire, on est dans une position attentiste. Bon. Le money management donc va consister à gérer et donc faire fructifier son capital tout en maîtrisant et donc en essayant de minimiser les risques. Vous le savez très bien, en matière d'investissement financier et de gestion de toute façon de son argent en général, il y a toujours en abscisse et en ordonnée l'axe risque-rendement. L'objectif finalement des métiers tels que les nôtres, c'est d'essayer d'optimiser, et votre objectif aussi derrière, ça va être d'essayer d'optimiser ce ratio risque-rendement, c'est-à-dire de faire en sorte de prendre le moins de risques possible en essayant de pouvoir obtenir un rendement le plus important possible. Donc pour ce faire, il faudra appliquer et suivre des grands principes de base, tout en sachant qu'il n'y a pas un seul type de money management. En effet, chaque investisseur va agir selon son propre profil. Vous allez avoir des profils très sécuritaires et vous allez avoir des profils beaucoup plus agressifs. Et en fonction de votre profil, vous allez essayer d'adapter votre money management à ce type de profil. Mais quel que soit le profil en question, il va rester certaines règles très utiles à appliquer et que tout le monde ne connaît pourtant pas forcément. C'est ce que nous allons voir ensemble donc dans cette présentation. Alors ici, je rappelle un petit adage que un de mes mentors, lorsque moi-même j'ai commencé il y a une vingtaine d'années à travailler sur le marché, m'avait dit. Il m'avait dit, alors on a transformé les francs qui étaient donc des francs à l'époque en euros. Donc il m'avait dit en matière de bourse, il faut savoir perdre 7 fois un franc, donc un euro, pour gagner une fois 10 euros. Voilà, ça c'est vrai qu'il faut bien garder ça en tête. On le verra, ça a été dit différemment par Edmond de Rothschild, mais c'est une phrase qu'il faut bien avoir en tête. Savoir couper ses pertes en fait. Donc voici donc la liste des grands principes de base utiles et nécessaires à toute mise en place d'un money management pertinent. Comprendre la notion capitale de risk-reward. On va voir ensemble c'est quoi, qu'est-ce que ça signifie un risk-reward. Savoir appréhender son ratio winner-loser. Ça aussi, ces deux premiers points vont
être les points clés de la mise en place d'un bon money management. Trouver son niveau ou sa fourchette d'entrée. Alors, niveau ou fourchette, c'est-à-dire que vous pouvez dire, bah voilà, je sais pas, j'ai envie d'acheter telle action à 12 €, ou alors vous allez vous dire, bah je vais l'acheter si elle est entre 11,90 et 12,10 € par exemple. Voilà. Donc c'est soit un prix d'entrée, soit une fourchette d'entrée, qui va être une zone à partir de laquelle vous pensez qu'il est intéressant de rentrer en ligne sur le sous-jacent en question. Placer et respecter son stop de sécurité. Ça, c'est très important parce que, on le verra, beaucoup de gens ont du mal justement à respecter des stops, à donc savoir couper leurs pertes, etc. Déterminer la taille de son investissement, ça aussi, en fonction de la taille de votre portefeuille, quelle va être la taille de l'investissement que vous allez mettre par ligne. Est-ce que vous allez faire un portefeuille qu'on appelle équipondéré, c'est-à-dire que vous allez mettre par exemple chaque fois le même montant sur chaque ligne, ou est-ce que vous allez mettre un pourcentage de votre portefeuille, par exemple, je sais pas, je vous dis ça totalement au hasard, mais par exemple, vous pouvez décider de mettre 5% du portefeuille sur chaque ligne. Alors là, il est évident que en fonction du moment où vous allez investir, bah, la ligne ne va pas être de la même taille, parce que 5% de votre portefeuille va fluctuer. Sécuriser une partie de ses gains, on le verra aussi, si vous avez pris, vous avez acheté un titre et que le titre prend déjà 50%, bon, ou même le titre prend 20%, et ben vous pouvez décider de sécuriser une partie, par exemple, couper ce qu'on appelle faire une prise de bénéfice partielle, revendre une partie de la position, tout en vous permettant, donc déjà de récupérer un capital, et tout en vous permettant éventuellement de continuer de bénéficier du bon déroulement de la ligne sur le restant de votre ligne. Après, se renforcer ou s'alléger, donc on vient de voir la position le cas de s'alléger, où vous prenez donc faites une prise de bénéfice, ou parfois vous renforcez au contraire, si jamais vous êtes en position et que vous avez l'impression que vous aviez raison et que vous êtes toujours extrêmement positif, si c'est une ligne haussière, eh bien vous pouvez vous renforcer, c'est-à-dire augmenter la taille de votre position. Donc prendre les bénéfices partiels, c'est ce qui correspond à s'alléger finalement. Enfin, comment couper une position perdante? Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Donc, comprendre la notion de risk-reward. La notion capitale de tout type de gestion ou de trading et de tout money management, le ratio risk-reward établit le rapport entre le risque encouru et le rendement attendu. Comme vous le voyez sur ce petit schéma, effectivement, vous avez en abscisse, en ordonnée, le risque et la récompense, c'est-à-dire le rendement. En matière de gestion trading, on retrouve toujours en abscisse et en ordonnée ce rapport entre le risque et le rendement. Il va donc s'agir d'établir en amont de sa stratégie un rapport cohérent entre l'objectif de gain et le risque encouru par le choix du stop. Ce rapport sera calculé en divisant le premier par le second. Ainsi, on peut déterminer les RR, c'est-à-dire les risk-reward suivants, sachant qu'un RR en dessous de 2 n'est pas décemment envisageable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, lorsqu'on parle d'un RR en dessous de 2, ça veut dire que vous allez comparer ce que vous êtes prêt à perdre par rapport à ce que vous estimez gagner. Il est évident que si dans chaque investissement, vous vous dites bah, je suis prêt à perdre 10 mais je suis prêt à gagner 10, vous allez avoir un ratio risk-reward assez faible puisque vous êtes sur d'un ratio risk-reward équipondéré de 1. Bon. Donc on considère qu'un ratio risk-reward compris entre 2 et 3 sera considéré comme très correct. Un ratio risk-reward compris entre 3 et 5 sera considéré comme très bon et un ratio risk-reward au-dessus de 5 sera considéré comme excellent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous trouvez un timing d'intervention, et c'est ça qui est intéressant, et notamment en termes d'analyse technique graphique, c'est d'essayer de trouver les meilleurs timings d'intervention, c'est-à-dire d'optimiser sa prise de position, son entrée en position, pour essayer d'optimiser son risk-reward. Et vous allez le voir tout à l'heure avec moi, parce que tout ce qu'on va balayer là sur la partie théorique sera abordé tout à l'heure d'un point de vue graphique, et c'est certainement sur la partie graphique que vous allez le mieux comprendre que tout ce que je suis en train de vous dire. Donc, ne vous inquiétez pas, si certains de mes propos semblent un petit peu encore flous, on va tout mettre en application de façon beaucoup plus concrète tout à l'heure. C'est pourquoi je ne m'attarde pas trop sur la partie théorique. Le ratio winner-loser, donc de l'anglais, hein, donc le winner-loser, ça se traduit par gain-perte, va déterminer le rapport entre le nombre de positions gagnantes et le nombre de positions perdantes.
Chaque investisseur qui a acquis un minimum d'expérience peut déterminer sur l'ensemble de ses stratégies ce type de rapport entre le nombre de ses positions qui se sont avérées gagnantes et celles qui ont été finalement perdantes. Voilà, si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est que vous avez été, d'une manière ou d'une autre, un investisseur boursier ou que vous souhaitez le devenir. Bon, pour ceux qui souhaitent le devenir, c'est différent. Il faudra par la suite appréhender ce genre de ratio. Mais pour ceux qui déjà investissent en bourse depuis un certain temps, vous pouvez très bien faire ce travail et vous dire, bah voilà, par exemple, moi, ça fait depuis X années que j'investis en bourse. Et bien finalement, sur 50 positions, sur 100 positions que j'ai prises, sur 10 positions que j'ai prises, et ben j'ai eu raison X% du temps. Voilà. Donc ce ratio va s'exprimer donc en pourcentage. Un winner-loser, un ratio winner-loser inférieur à 40% sera donc considéré comme mauvais, c'est-à-dire que vous avez tort plus de 60% des cas, voilà, plus de 6 fois sur 10. Un ratio winner-loser compris entre 40 et 60 sera considéré comme correct. Et encore, je trouve que correct, on est gentil, hein, être à 60%, 55%, bon, c'est déjà bien. Entre 60 et 70, c'est bon. Entre 70 et 80, c'est très bon. Et finalement, si vous arrivez à avoir, même si, soyons très francs aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez rare, voire de rarissime, même nous qui avons 20 ans d'expérience, on a peut-être eu une année et encore peut-être un semestre où on a eu un winner-loser au-dessus de 80%. Bon. Mais on a quand même des winners-losers qui sont quand même très bons. Et donc au-dessus de 80%, là, vous êtes considéré comme excellent. Ça veut dire que vous avez raison plus de 8 fois sur 10. Bon. Petite parenthèse, sur ces deux premiers points, on le verra peut-être tout à l'heure, mais ça va être ces deux données, ce ratio risk-reward et ce ratio winner-loser, qui, pris l'un avec l'autre, va vous donner le meilleur money management possible que vous pouvez envisager à votre échelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous avez un risk-reward moyen, voire très moyen, prenons même un risk-reward quasiment neutre, c'est-à-dire que vous gagnez à chaque fois autant que vous perdez, mais que vous avez un très bon winner-loser qui va être au-delà des 60%, voire des 70%. Mathématiquement, vous savez très bien que vous êtes gagnant sur la durée, parce qu'à chaque fois que vous gagnez, vous gagnez autant que vous perdez, mais comme vous gagnez 60%, 70% du temps, et ben l'un dans l'autre, sur la durée, vous avez un money management intéressant puisque vous êtes gagnant. Inversement, vous pouvez être mauvais en winner-loser, c'est-à-dire bah, qu'à chaque fois que vous prenez une position, vous n'arrivez pas trop à avoir une vision tendancielle très bonne et vous avez raison, disons 50% du temps, ce qui est quand même pas terrible. Donc une fois sur deux, vous vous plantez dans le directionnel. En revanche, lorsque vous avez bon, vous arrivez à gagner 3, 4, voire 5, et lorsque vous avez tort, vous perdez 1. Et bien vous voyez que mathématiquement, là aussi, vous êtes dans un bon money management puisque votre ratio risk-reward va compenser votre mauvais ratio winner-loser. Alors, trouver son niveau d'entrée. Il ne suffit pas de vouloir acheter un titre ou un produit, il faut savoir à quel niveau, donc dans quel timing intervenir. Après avoir décidé d'investir sur un sous-jacent quelconque, on doit savoir à quel moment intervenir, comment choisir un bon niveau d'entrée ou une fourchette d'entrée pertinente. Pour cela, il va y avoir deux grands cas de figure qui vont se présenter à vous. Soit anticiper un inversement de tendance, soit prendre un train en marche. Et là, c'est finalement assez pertinent que cette présentation ait lieu à ce moment. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas, vous êtes censé le savoir. Depuis ce début d'année 2019, les marchés ont marqué un rebond, une accélération extrêmement surprenante que très peu, voire quasiment personne des intervenants de marché n'avaient pu anticiper. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est exactement dans ce cas de figure de savoir est-ce qu'on prend le train en marche, c'est-à-dire est-ce qu'on initie encore des positions acheteuses aujourd'hui dans un marché qui remonte en flèche depuis le début de l'année, ou est-ce qu'on essaie d'anticiper un inversement de tendance en se disant bon, il va y avoir une correction, c'est pas possible, comme le disent tout le monde, comme le disent beaucoup de monde, et dans ce cas-là, pourquoi ne pas essayer de prendre des produits qui vont nous permettre de jouer la correction. Voilà. Placer et respecter son stop de sécurité. Voilà. Ce n'est pas par hasard si James de Rothschild a dit j'ai fait fortune en vendant toujours trop tôt. Là, effectivement, c'est une phrase que je vous invite à vous répéter à plusieurs reprises parce que moi-même, dans mes équipes, j'ai souvent des traders autour de moi qui me disent pourquoi est-ce qu'on vend telle ligne, j'ai l'impression qu'il y a encore du potentiel, etc. Il faut savoir que on ne va pas toujours vendre une ligne de façon optimale. Là encore, c'est rarissime.
d'acheter une ligne et de la vendre au sommet, au point le plus haut dans lequel elle était, même si l'objectif de l'analyse technique va être d'essayer d'optimiser justement ce type de sortie. Mais ne jamais oublier que mieux vaut vendre trop tôt que trop tard. La gestion des stops est sans doute la plus importante pour avoir un bon money management. Ça, c'est vrai que beaucoup de gens disent tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu. Eh bien, cet adage est totalement erroné, et ce pour des raisons évidentes qu'on va voir ensemble. Déjà, parce que le temps, c'est de l'argent, et ensuite, parce qu'il peut très bien se arriver dans certains cas de figure. Alors, vous avez deux cas de figure. Si vous êtes sur une action, évidemment, vous pouvez très bien vous dire, bon, bah voilà, j'ai acheté mon action à 10, elle est tombée à 8, maintenant elle est à 6, ah bah tiens, là, elle est passée à 5, 4, elle est sous les 3. Bon, bah, j'ai pas vendu, donc j'ai pas perdu. Un jour, elle va revenir au-dessus des 10, je vais vendre, et puis j'aurai pas perdu. Eh ben, d'abord, deux choses. Premièrement, il se peut qu'elle revienne jamais au-dessus des 10. C'est possible. Ou alors qu'elle revienne au-dessus des 10 au bout de 20 ans. Bon. Et ensuite, si elle revient au-dessus des 10 justement dans un délai relativement long, eh bien là, vous allez perdre, comme on dit, le temps c'est de l'argent, vous allez perdre à la fois en inflation et dans le fait que vous avez mobilisé une partie de votre capital pendant longtemps, et ce capital n'a pas travaillé dans le bon sens. Alors, placer son stop en fonction de son scénario d'invalidation. Ça, il est évident que l'analyse technique est extrêmement pertinente pour ce faire. On va regarder un graphique, on va décider de rentrer en position, et puis on va voir très vite quel va être le niveau graphique, technique, la balise technique qui va nous dire « Ah bah si je casse ce niveau, en revanche, je vais remettre mon scénario haussier en cause et je vais revendre ma position. » Trouver les niveaux techniques les plus efficaces afin d'identifier les zones d'inflexion de marché possibles. Qu'est-ce qui va nous permettre de nous dire, ah, tiens, par exemple, je vois un titre qui corrige depuis quelque temps, mais je pense que c'est une correction passagère et que la tendance haussière va reprendre ses droits. Comment faire pour savoir à partir de quand, quel est le meilleur timing d'intervention pour anticiper cette inflexion de marché? Donc, on va observer des niveaux qui vont être des gaps, des overlaps, des ratios de Fibonacci, etc. Enfin, pensez à décaler le stop par rapport au niveau clé, évidemment, afin d'éviter un léger spike et de garder une marge de manœuvre cohérente. Souvent, lorsqu'on identifie, par exemple, vous êtes dans une position haussière, vous allez, et là encore, tout ce que je vous dis, on va le voir sur des graphiques tout à l'heure, mais vous avez identifié, par exemple, un niveau de support intéressant, un niveau de support qui vous semble solide. Il est évident que ce niveau de support peut être testé de façon rigoureuse. Dans ce cas, il va falloir attendre, vous permettre que ce niveau de support soit testé et donc placer votre niveau de stop à quelques pourcents en dessous de ce niveau-là. Évidemment, sinon, vous risquez d'être stoppé pour rien. Se renforcer ou s'alléger. Le renforcement, donc, ou l'allègement d'une position est la situation la plus délicate dans la gestion d'une position. Lors d'un renforcement, il faut que la perte maximale risquée ne soit pas supérieure à 5% du capital de votre portefeuille. Et cela en additionnant la perte potentielle de la position que vous aviez déjà initialement et du renfort que vous allez rajouter. Alors, là encore, ce sont des chiffres que je donne à titre indicatif, qui sont des chiffres dus à l'expérience de mon métier. Maintenant, n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction, tout va également dépendre en parallèle du type d'investisseur que vous êtes. Des investisseurs un peu plus agressifs vont, eux, parfois, se permettre d'avoir des positions de 10%, voire 15% de leur portefeuille. D'autres, beaucoup plus sécuritaires, vont avoir des positions de 2-3%. Et puis, tout va également dépendre de la taille du portefeuille en question. L'allègement, quant à lui, doit s'effectuer au moins sur le premier objectif, ou alors en cas de structure contradictoire avec le scénario de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en position, quand est-ce que vous allez décider de vous alléger? Soit lorsque vous aviez établi par exemple un scénario avec un premier objectif haussier puis un second objectif, vous pouvez commencer à vous alléger lorsque vous arrivez sur le premier objectif qui représente déjà une première résistance. Ou alors, dans le cas où vous avez une structure qui va être contradictoire avec votre scénario de base et que finalement vous allez avoir un cas technique qui va venir remettre en question votre scénario initial. Voilà pour une majeure partie du money management en tant que tel. Maintenant, passons à l'étape suivante, le money management et les produits de bourse. Comment
adapter ses connaissances en termes de money management lorsque on va gérer non plus des positions qu'on appelle cash, c'est-à-dire rentrer directement sur une action, mais plutôt en jouant des options, des produits optionnels, donc des produits dérivés structurés qui vont vous permettre de jouer le directionnel sur certains sous-jacents, tout en essayant d'optimiser d'une certaine manière votre rendement sur le sous-jacent en question. Donc la mise en place de stratégies d'investissement via des options apparaît donc être un bon moyen de dynamiser son portefeuille. Pourquoi? Parce que des options vont nous permettre effectivement d'avoir, comme on va le voir, certains effets de levier. Cette solution reste cependant à mettre en place avec un certain savoir-faire. Ça ne sied pas à un investisseur lambda. Il est évident qu'il faut savoir quelles sont les options sur lesquelles vous allez vous diriger et de la même manière, comment fonctionnent ces options, quels sont leurs risques, afin de ne pas mettre ça un peu entre n'importe quelle main. Bon. Il y a deux grandes familles dans les options que vous allez trouver qui vont être ce qu'on appelle les calls, que vous voyez ici donc en vert pour jouer la hausse du sous-jacent en question, et les puts. En effet, les options sont des produits boursiers souvent très réactifs et qui nécessitent une gestion sans faille, car les effets de levier peuvent parfois provoquer des accélérations rapides et délicates à gérer. On va le voir sur des produits type turbo par exemple, Varan également, qui sont les produits sans doute les plus réactifs qui sont mis à disposition par les émetteurs. Vous avez parfois au regard des effets de levier, des variations qui peuvent atteindre 50% en quelques minutes, voire parfois quelques secondes lorsque vous êtes par exemple dans une période très volatile de marché ou comme actuellement dans une période de publication de résultats. Un call donc va vous permettre de jouer la hausse, c'est-à-dire que si vous pensez qu'un sous-jacent va monter, vous allez vous positionner sur un call et votre call va prendre de la valeur au fur et à mesure que votre sous-jacent va monter. Inversement, si vous pensez, et c'est aussi l'avantage des options, en termes à la fois de couverture ou en termes d'inversement de tendance, c'est-à-dire comment jouer les marchés lorsque d'un seul coup les marchés deviennent baissiers, et bien là le put lui va vous permettre, donc le put va évoluer de la façon suivante, il va prendre de la valeur à mesure que le sous-jacent en question va baisser cette fois. Donc il est évident que jouer des options put, si vous voulez, c'est tout à fait symétrique, c'est une façon d'optimiser la gestion d'un contexte de marché baissier ou, comme on pourra le voir également, de se couvrir sur un portefeuille haussier, par exemple, lors d'une phase de correction passagère. Voilà. Alors ensuite, on peut jouer les tendances via des trackers ou des ETF. Un tracker ou ETF, donc ETF c'est la traduction, c'est le sigle traduit par Exchange Traded Funds. Donc c'est un fonds indiciel coté qui reproduit un indice boursier qui regroupe un minimum de 5 sous-jacents. Voilà. Donc vous pouvez très bien avoir un ETF sur le CAC 40 en soi, puisque dans le CAC 40, vous avez déjà pas une quarantaine, vous avez exactement 40 sous-jacents. Maintenant, si vous avez un ETF, par exemple, je ne sais pas, un ETF matières premières, eh bien il faudra qu'il y ait au moins 5 matières premières à l'intérieur. Il peut répliquer la performance d'un indice avec la même amplitude, ou bien, lorsqu'il y a un effet de levier, répliquer plus fortement la performance. Certains trackers reproduisent la performance inverse de leur indice. Par exemple, un tracker short sur le CAC 40 baisse lorsque le CAC 40 monte. Les trackers peuvent être un bon moyen de jouer les tendances de marché. En achetant certains trackers short, votre portefeuille pourra tirer profit de la baisse des indices. Donc il est évident qu'un tracker short sur le CAC, par exemple, peut être un autre moyen de se couvrir sur un portefeuille haussier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi se couvrir? C'est très simple, ça veut dire, imaginez que vous ayez un ensemble dans votre portefeuille, un ensemble d'actions et que vous soyez plutôt positif, haussier sur 95%, voire 100% sur votre portefeuille. Et que d'un seul coup, vous voyez apparaître une correction. Vous avez plusieurs options, vous êtes persuadé d'avoir raison dans le directionnel et que la correction sera passagère et vous décidez même pas d'essayer de vous couvrir. Vous dites bon bah voilà, ça va pas monter de façon linéaire, je vais prendre mon mal en patience pendant la phase corrective et puis je sais que voilà, mon graphique m'a donné des objectifs beaucoup plus hauts, le marché va repartir à la hausse. Bon. Et puis vous avez également l'option de vous dire ah, on rentre dans une phase corrective, je préfère consolider les gains que j'ai faits. Je vais pas
essayer de jouer une reprise haussière parce que j'en suis peut-être un petit peu moins persuadé, eh ben je coupe mes positions, je revends et je prends mes bénéfices. Troisième option intéressante qui est un petit peu plus souvent oubliée à tort par les investisseurs, c'est justement la stratégie de couverture, où là vous allez garder votre portefeuille haussier et au moment où vous sentez une petite faiblesse de marché qui va générer une consolidation, eh bien au lieu de revendre vos positions haussières et au lieu de rester bêtement entre guillemets ou en tout cas stoïquement en train d'attendre la fin de la correction sans rien faire, bah, vous pouvez très bien vous positionner sur certaines options baissières en vous disant bah voilà, pendant la correction, le manque à gagner que je vais avoir sur mes positions haussières, bah, je vais le récupérer via ma stratégie de couverture, premièrement, mais deuxièmement, c'est pour ça que ça s'appelle une stratégie de couverture finalement. Si jamais j'avais tort et que cette consolidation s'avérait être beaucoup plus conséquente ou alors voire même un retournement de marché, dans ce cas-là, les options que j'aurais pris en couverture vont me permettre de regagner de l'argent et éventuellement de faire plus qu'éponger les pertes encourues par le portefeuille haussier. Voilà. Maintenant qu'on a balayé la partie théorique, nous allons nous attarder sur, vous voyez, quand même un certain nombre de graphiques que j'ai préparés pour vous. Et sur ces graphiques, on va essayer de voir à chaque fois comment appliquer un bon money management avec les astuces que je vous ai données jusqu'à présent, les définitions, mais également de façon beaucoup plus cohérente et concrète. Donc, sur les graphiques en question, il y a un certain nombre d'actions françaises du CAC 40. Et puis, nous allons par la suite avoir quelques indices, matières premières, devises. Première action envisagée ici, c'est une action alors bien connue de l'investisseur défensif, de l'investisseur qu'on appelle entre guillemets, hein, parce que pour moi c'est pas du tout péjoratif, au contraire, mais du bon père de famille. Nous sommes donc sur le graphique d'Air Liquide que j'ai pris ici en base weekly volontairement, c'est-à-dire sur du assez long terme. Qu'est-ce qui nous intéresse sur ce graphique weekly? On voit que depuis février 2009 ici, Air Liquide évolue au sein d'un canal haussier. Voilà, donc à partir de quand on peut déterminer un canal, puisque par 2 points passe toujours une droite. À partir du moment où on a suffisamment de points d'un côté pour tracer la borne supérieure, donc la borne de résistance du canal, et que la parallèle à cette borne supérieure vienne également, comme on le voit ici très nettement, jouer le rôle de support du marché. Qu'est-ce qui est intéressant en termes de money management en regardant ce type de graphique? Bah, c'est de se dire deux choses. D'abord qu'on voit effectivement que Air Liquide est une valeur quand même relativement solide, qui garde un biais haussier assez pérenne et qui, de surcroît, bah, pour l'instant, évolue toujours à l'intérieur de son canal. Et je dis de surcroît et pour l'instant parce qu'on voit qu'ici, malgré une légère baisse de régime du momentum haussier, on voit très bien que le marché a continué à monter et que Air Liquide a maintenu l'évolution des cours à l'intérieur du canal. C'est d'autant plus important que malgré la faiblesse relative qu'on peut voir ici, vous voyez, quand même un petit peu moins impulsif que ce qu'on avait là, hein, on a deux choses. On a d'abord le fait qu'on est bien ici rebondi encore une fois pratiquement sur la borne inférieure du canal, mais qu'en plus on avait, et c'est pour ça que c'est intéressant, de voir parfois des indicateurs qui peuvent apparaître comme contradictoires, mais on avait en plus sur le RSI, comme vous le voyez ici, une sorte de divergence baissière qui était en apparition, mais qui n'a pas empêché Air Liquide de reprendre sa tendance haussière et de rester au sein de son canal haussier. Un bon money management ici consiste à acheter le titre à l'approche de la borne inférieure du canal, de placer un ordre stop relativement sous la borne inférieure du canal et d'optimiser son risk reward, puisqu'effectivement vous allez avoir un risque de perte vraiment minime, hein, allez, on va dire entre 1, 2, voire maximum 3%, et vous allez avoir un potentiel de gain phénoménal, puisque si vous avez raison, eh bien vous allez jouer vraisemblablement des objectifs qui vont se trouver sur la borne supérieure du canal, soit quand même nettement plus haut. Après Air Liquide, nous avons une autre valeur du CAC, donc Airbus. Alors Airbus nous intéresse techniquement à plus d'un titre. D'abord, Airbus nous permet de voir ce qu'on appelle des overlaps, comme on les verra sur d'autres graphiques, très forts. Alors qu'est-ce qu'un overlap? Je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, puisque vous me suivez depuis un certain temps et que c'est un des points majeurs de mon analyse technique. Je le rappelle rapidement pour ceux qui ne le savent pas. Un overlap ou une borne de polarité est donc un niveau
horizontale qui va jouer tour à tour le rôle dans un marché haussier de résistance puis de support et dans un marché baissier de support puis de résistance de façon très pertinente. Ça veut dire que là, si on regarde toute la hausse de Airbus de là à quasiment ici, à chaque fois, vous avez des overlaps qui ont été respectés, c'est-à-dire des zones de résistance qui sont apparues et qui, une fois qu'elles ont été dépassées, sont venues par la suite jouer le rôle de support à de nombreuses reprises, comme on peut le voir sur ce graphique. On avait un canal également. Alors, soyons honnêtes, le canal, je l'ai quand même tracé, même si on le voit que sur la borne inférieure, ici, bon, il y a quand même 3-4 points et que là, il y a eu d'autres 2-3 points. Mais ce qui nous intéresse d'autant plus sur ce canal, c'est qu'une fois qu'on a cassé le canal ici et qu'on a quand même malgré tout réussi à maintenir un biais haussier, et qu'on n'était plus dans le canal, on est quand même venu, vous le voyez ici très nettement, à de très nombreuses reprises, se servir de l'ancienne borne de support du canal comme nouvelle borne de résistance à l'évolution des cours. C'est ce qu'on appelle un pullback. De la même façon ici, on avait une oblique de tendance assez marquée, haussière, qu'on a cassé ici très violemment. Alors là aussi, ce sont des signaux d'intervention en termes de risque reward intéressants, puisque lorsqu'on casse un niveau comme ça, on sait qu'on va bénéficier d'un fort potentiel de baisse. On est venu, comme par hasard, rebondir sur le dernier overlap. Et là, on est à nouveau dans un rebond sur Airbus et on s'approche de cette ancienne zone de soutien qui est devenue une zone de résistance en pullback. Donc, prudence pour le moment sur cette valeur à court terme, même si elle nous a extrêmement surpris dans le bon sens du terme, donc dans le sens haussier du terme en question. On va regarder ici. Alors, excusez-moi parce que j'ai une petite perte d'image. Un instant, je vais essayer de rétablir l'image.